Comment améliorer maintenant, je dirais, la prévention des catastrophes naturelles? On en revient souvent là. Ce sera le thème de la deuxième et dernière table ronde de la journée. J'appelle à me rejoindre ici sur ces fauteuils Bruno Sinotti, Jean-Claude Eudes, Christophe Delcamp et Nicolas Baudusseau. Tout le monde est là. Venez vous installer. Installez-vous, Nicolas ici, voilà, Jean-Claude Eudes. Prenez place. Ouais, venez ici, voilà, pas de souci. On va démarrer avec vous, Bruno Sinotti. Vous êtes un des inspecteurs généraux du Conseil général environnement et développement durable. Ma question, elle sera simple. J'ai envie de vous dire, comment faire? Pour vous, c'est d'abord d'éviter l'exposition à l'aléa. Ça a l'air un peu banal de dire ça, mais c'est un peu ça l'idée. Hein. On retrouve les méthodes habituelles du ministère de l'Environnement, éviter, réduire, compenser. Là, c'est connaître, éviter, réduire. Connaître l'aléa, et beaucoup de choses nous ont été présentées aujourd'hui. On connaît l'aléa par des études, on connaît l'aléa par des cartographies, les zones d'inondation potentielles pour les inondations, les plans de prévention de risques, mais ce n'est pas parfait. À Saint-Martin-Vésubie, pour poursuivre le propos d'Éric Daniel Lacombe, il y avait un plan de prévention des risques d'inondation. Ça n'a pas empêché qu'un événement qui était décrit en 1980 ou 90 en 5 lignes, l'explosion du pont Maïssa, s'est produite et qu'entre-temps, rien n'avait été fait. Ça n'a pas empêché de construire la gendarmerie de Saint-Martin-Vésubie exactement à l'endroit où il était dit qu'il ne fallait pas construire parce qu'il y avait un verrou hydraulique. Donc il ne suffit pas de connaître, c'est clair. La deuxième partie de la séquence, c'est d'éviter, une fois qu'on connaît l'aléa, d'éviter de s'y exposer. Et là, on est complètement dans l'aménagement du territoire avec une difficulté que beaucoup d'entre vous ont évidemment saisie. Depuis 1982, l'aménagement du territoire n'est plus de la responsabilité de l'État, mais des collectivités territoriales, alors que la prévention du risque, elle, est une responsabilité partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Alors ça donne un certain nombre de décalages dans les approches, et c'est pas simple. C'est plus compliqué compte tenu de ces transferts de compétences, ou on pourrait imaginer que c'est aussi un peu plus souple avec une proximité de terrain, non? J'y viendrai à la fin de mon propos. Ça pose des problèmes de répartition de responsabilité. D'accord. Pour vous donner un exemple, dans les 4 communes les plus touchées par la tempête Alex, dans les Alpes-Maritimes, 70% des maisons qui ont été totalement détruites ou détruites au point de ne pas pouvoir être reconstruites étaient en zone cartographiée et dataient de après 1960. 72% des maisons après 1960. Donc la modernisation, l'urbanisation de la France, elle s'est faite aussi parfois d'une façon pas satisfaisante. Si ça vous intéresse, j'ai les chiffres depuis 1980 et depuis 2001 et on voit très bien la progression de l'urbanisation avec un manque de respect ou en tout cas pas suffisamment de précautions pour éviter l'aléa. Le troisième point, et ça a été beaucoup évoqué par Éric Daniel Lacombe, c'est évidemment la réduction de la vulnérabilité. On a parlé ce matin du risque sécheresse, retrait gonflement d'argile. Il est évident que certaines modalités de construction permettent de réduire la vulnérabilité. Même chose en matière d'inondation. C'est sûr qu'à la Faute-sur-Mer, quand on a construit en zone inondable par submersion marine sous le niveau de la mer, des maisons en R+0, c'est-à-dire sans étage refuge, il ne faut pas s'étonner qu'on ait eu 40 morts. De la même façon, un certain nombre de règles existent en matière d'inondation. Le souci, c'est que l'étage inondable, parce que généralement il n'y a pas plusieurs étages inondables, l'étage inondable souvent est réinvesti par la vie humaine. Donc je vous annonçais que j'allais vous parler de responsabilité et toute la question, c'est effectivement celle de la chaîne de responsabilité, du transfert de responsabilité. Quand on construit sciemment en zone inondable, il y a un propriétaire au départ du foncier non bâti qui savait que c'était inondable et qui est tout content de le vendre. Il y a une collectivité territoriale qui a donné l'autorisation d'urbanisme. Il y a un promoteur qui a acheté le terrain moins cher parce que lui aussi sait que c'est inondable, donc il a pesé sur le prix. Il y a un propriétaire qui a acheté. Si c'est un propriétaire occupant, c'est pas de chance pour lui. Si c'est un propriétaire bailleur, il va bien se garder de dire à son preneur à bail que le terrain est inondable. Donc on a toute une chaîne de responsabilités et le jour où l'inondation arrive, tous ceux qui se sont enrichis d'une manière ou d'une autre en donnant les autorisations, en vendant, en construisant, ne voient jamais leurs responsabilités recherchées. Donc vous pointez bien du doigt les responsabilités. J'ai envie de vous demander un peu maintenant, alors
c'est comment on s'en sort. C'est quoi les réponses, à la fois dans l'organisation matérielle, et vous semblez dire qu'il va falloir probablement, enfin qu'il faut modifier les activités humaines, c'est un peu ça. Alors, ne pas autant que possible, ne pas placer les activités humaines dans les zones les plus exposées à l'aléa. Ça paraît être une évidence, mais les chiffres que je vous ai donnés... C'est un peu ce que nous disait notre ami architecte tout à l'heure. Hein. Je partage complètement son propos. On a eu l'occasion d'échanger. Il ne m'avait pas vu, mais on avait longuement échangé au téléphone, et donc 100% d'accord avec lui. La grosse question, c'est de savoir jusqu'à quel point une solidarité inconditionnelle entraîne des comportements irresponsables. À titre personnel, je pense qu'il est indispensable qu'on maintienne la solidarité, et ça nous a été redémontré ce matin par Madame Barry, mais quand elle est inconditionnelle, les gens qui peuvent avoir intérêt à s'exposer au risque prennent le bénéfice au moment où ils s'exposent et laissent la facture de la charge de la solidarité à la collectivité territoriale. C'est ce que Stiglitz, qui est un prix Nobel qui n'est pas suspect de gauchiste, a appelé la privatisation des profits et la socialisation des pertes. C'est pas, du point de vue fonctionnement de la société et du vivre ensemble, c'est pas génial. Donc, par rapport au futur, il va y avoir un changement climatique. On s'accorde généralement, sauf quelques personnes, à considérer que ça va entraîner une aggravation en intensité et en fréquence des événements météoriques extrêmes. Face à ça, la prévention est évidemment encore plus nécessaire. Face à ça, il est indispensable d'investir aujourd'hui pour éviter une dépense supplémentaire demain. C'est ce qu'Éric Daniel Lacombe disait, limiter les surcoûts futurs en acceptant des dépenses aujourd'hui. Ça ne marche pas si bien que ça quand on sait que la dépense d'aujourd'hui elle est toujours très contrôlée, alors que la potentielle future dépense, elle, on ne l'envisage pas forcément. Et enfin, il faut absolument redistribuer la responsabilité en matière d'aménagement du territoire, et que l'État ne soit pas systématiquement l'assureur ou le réassureur des dysfonctionnement de certaines collectivités. Heureusement, il y a beaucoup de collectivités qui fonctionnent très bien, mais il y en a quand même quelques-unes qui exposent des populations au risque et qui hurlent à la catastrophe naturelle. Pour moi, une catastrophe naturelle n'existe pas quand il y a une exposition volontaire au risque. Voilà, des propos clairs. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir reprendre la parole dans un instant. Jean-Claude Eudes, je me tourne vers vous. Vous êtes le directeur général des services de l'établissement public Loire, dans cette optique, je dirais, de prévention. Alors vous connaissez bien les politiques publiques de l'eau en France. Vous êtes un acteur territorial, évidemment, avec cette vision très territoire. Comment vous réagissez un petit peu à ce qui a été dit, et avec votre expérience locale, comment vous réagissez ? S'agissant de gestion des risques, toujours avec beaucoup d'humilité. Mais par rapport aux catastrophes, peut-être pour emprunter à un ouvrage de Régis Debray de 2011, en commençant par faire bon usage des catastrophes. Ça, c'est souvent faire, c'est aussi faire du sens. Pour ce qui nous concerne, la principale piste d'amélioration, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, notamment sur le volet protection civile, c'est ce travail essentiel d'articulation à la fois des volontés, des compétences et des moyens que l'on y met. Et surtout, dans ce contexte-là, en évitant les solutions globalisantes. En général, les solutions qui sont exclusives d'autres solutions, les solutions qui passent par du tout ou rien, enfin toutes ces choses-là, du point de vue pratique, en retour d'expérience, ça nous conduit quand même à être relativement méfiants. D'un point de vue pratique, alors c'est... Par exemple, vous, c'est les outils que vous utilisez, je dirais, dans cet établissement public Loire, au service du développement durable, hein, du bassin de la Loire et de ses affluents. Vous pouvez nous les répertorier un peu, nous en dire un peu plus ? Peut-être à titre préalable, en soulignant que la principale contribution, puisque nous sommes un syndicat de collectivité, c'est qu'il faut faire un travail de conviction qui est extrêmement important. Et le travail de conviction, pour beaucoup, c'est déjà appliquer ce que nos élus appellent le principe des 3D, c'est-à-dire éviter les écueils d'un côté du déni, le gars qui vous dit tout va très bien, c'est formidable, on continue, le désespoir, de toute façon, vu la catastrophe, les assureurs paieront, on verra ensuite, hein. Et puis, j'allais dire, se profiler sur le 3e D, c'est la détermination à faire avec les moyens qu'on a et le mieux possible. Alors le mieux possible, ça veut dire quoi pour en venir aux autres chez nous ? La première chose, c'est en
en essayant d'apporter des éléments de réponse stratégiques, justement, qui peuvent aider à faire du sens et redoubler d'efficacité. En lien avec une intervention de ce matin, c'est notamment une initiative qu'on a prise dès 2013 de forcer en quelque sorte la question de l'exploitation, mais presque systématique, des sciences comportementales dans la gestion de l'eau et des risques naturels associés, parce qu'on voit très clairement les potentialités que ça représente. Par contre, on ne voit pas beaucoup de l'utilisation qu'on est faite. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième élément, pour rejoindre une précédente intervention, c'est que des solutions, on en voit partout. Et on en voit qui sont stimulantes, on en voit qui sont revigorantes, rafraîchissantes. Le seul problème, c'est comment on démultiplie. Pour démultiplier, ça suppose d'aller sur à la fois du travail d'information, du travail de sensibilisation, et puis surtout de retrousser les manches, de se mettre au travail, et puis essayer de porter. Alors, chez nous, l'outil, ça s'appelle des maîtrises d'ouvrage de bassin. Sous-entendu, toi, tu ne vas pas le faire parce qu'à ton niveau, soit tu n'as pas la compétence juridique, soit ça dépasse un petit peu ton territoire d'intervention. Donc, on s'appuie sur quelqu'un qui essaie d'amener ces maîtrises d'ouvrage de bassin. Et je peux donner deux exemples pour alimenter la discussion, une sous forme de retour d'expérience et l'autre sous forme de projet en cours. Le premier cas de figure, tout le monde sait très bien que la réduction de la vulnérabilité, c'est formidable. Mais il se trouve que sur le bassin de la Loire, entre 2007 et 2013, on a attaqué le système, informé plus de 20 000 entreprises, fait des milliers de diagnostics dans ces entreprises, qui ont permis de mesurer plus finement quels étaient les dommages susceptibles d'intervenir dans ces entreprises. Et là-dedans, il y a même des fous qui ont accepté de faire volontairement des mesures de réduction de leur vulnérabilité. Ce qui a montré que globalement, il y avait un tiers des problèmes qui pouvaient être résolus sur une base volontaire sans que ça coûte pas très cher. Le résultat, grosso modo, un tiers des dommages évitables qui peuvent être traités par des mesures relativement simples, y compris des mesures organisationnelles. Très bien. Mais une fois que vous avez dit ça, et que le gars il a fait son truc, il se passe quoi? Il se passe quoi? Il se passe que 5 ans après, on revient en disant la réduction de la vulnérabilité, c'est important, il faudrait qu'on développe ce concept-là. Ça veut dire tout simplement que sans animation, mais qui est non pas un investissement chez nos comptables considéré comme tel, mais qui est indispensable pour faire fonctionner ces systèmes, on ne passe pas à la vitesse. Autrement dit, le fait que tout ce travail d'animation soit assimilé à des coûts de fonctionnement, etc., empêche de les valoriser comme de véritables investissements. Je prends un deuxième exemple. Il se trouve que sur le bassin de la Loire, il y a une situation particulière qui fait qu'il y a en matière d'inondation un risque. Alors, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'il faut remonter à 1846, 1856, 1866 pour se rappeler que ça s'est passé. Donc, il y en a qui ils ont oublié complètement, ils pensent même que ça ne reviendra plus. Hein. Par contre, nous, on sait que ça va revenir de toute façon. Et par rapport à ça, il y a un gros truc qui s'appelle des infrastructures de protection contre inondation, qu'elles soient dures comme le barrage dont nous sommes propriétaires et que nous gérons, que ce soit des digues, que ce soit des solutions plus naturelles type zone d'expansion de crue. Très bien. Le seul problème, c'est que pour attaquer le sujet, il faut trouver la bonne échelle. Il faut ramener l'administration du projet, en quelque sorte, à la bonne échelle. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait spontanément. On le voit à travers tous les exemples qui ont été utilisés. Et le véritable élément qui pourrait, j'allais dire, avoir un effet peut-être plus massif, c'est d'introduire dans nos pratiques administratives, alors j'en parle volontiers parce que dans le droit public, on a découvert les vertus de la médiation, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour le contentieux de la fonction publique, on va de suite en médiation, mais je serais tenté de dire, mais vous arrêtez surtout pas au contentieux de la fonction publique, allez vite dans la médiation de projet, allez vite dans la médiation qui permet d'aller chercher les gens là où ils sont, avec leurs besoins de garantie, de responsabilité, etc., pour les amener à la table de discussion, et surtout qu'ils n'en partent pas, jusqu'au moment où ils sentiront potentiellement, il y a un accord, il y a quelque chose qui permet, c'est pas ce que j'imaginais au départ, mais finalement ça peut m'aller bien pour la suite. Ça c'est de la médiation, mais pareil, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est de la technique, c'est un métier, quoi. Tout dernier point, et ça fera le lien, justement vos rapports, votre lien avec le monde de l'assurance, compte tenu de votre expérience, encore une fois, locale, de proximité. On surveille l'assurance, mais surtout plus la surveillance, les tendances
qui structurent le monde de l'assurance. Et là, on a noté, il y a deux choses, en tous les cas, qui nous alertent particulièrement. La première, c'est qu'évidemment, il faut toujours chercher, ça a été indiqué, des responsables, des responsabilités, des responsables, indépendamment d'ailleurs, même du caractère fautif. On voit qu'il y a une chaîne de responsabilité, voilà. C'est ça qu'on a entendu. Et donc, par rapport à cela, ce qui nous importe sur ce volet-là, c'est qu'il y ait une certaine lisibilité de ce vers quoi on tend, de manière à éliminer déjà tous les problèmes qui n'en sont pas dès lors qu'on a clarifié qui doit faire quoi et qui emporte la responsabilité in fine. Et le deuxième sujet, mais là c'est nombre d'interventions ce matin ont conforté un petit peu nos analyses là-dessus, c'est que on avance peut-être vers une superposition, alors sans offense, hein, à une certaine parcellisation de l'action publique, mais si on glissait là-dessus des zones d'exclusion, d'assurabilité, des choses comme ça, ça pourrait rapidement se révéler périlleux. Pourquoi ? Parce qu'il y a au moins deux éléments qui méritent d'être garantis dans ce cas-là. C'est que petit 1, même si on va vers du détail, du particulier, on garde l'idée quand même de cette solidarité, cette mutualisation qui est indispensable, ça a été dit par un intervenant avant moi. Et puis, deuxièmement, il faut qu'on soit certain que les distinguos soient opérés selon des critères objectifs qui sont clairement très très précis et qui soient en plus de nature à objectiver authentiquement les choix qu'il y a derrière. Mais très très précis, parce que derrière une infrastructure, la situation à 100 mètres près peut être radicalement différente. Et le vecteur là-dedans, c'est que celui qui a fait l'effort de réduire sa vulnérabilité, les dommages potentiels, il faudrait au moins qu'il soit aussi bien traité que celui qui n'a rien fait du tout, voire, même dans certains cas, aggraver globalement les dommages potentiels. Alors, la parole aux assureurs. Christophe Delcamp, vous représentez ici France Assureur. Ça va vous permettre peut-être à la fois de répondre, mais peut-être on va démarrer par votre propre constat. Quand on a préparé un peu cet tableau, vous me dites, mais finalement, est-ce qu'on a une bonne base et est-ce que les outils qui existent d'ores et déjà aujourd'hui, est-ce qu'ils sont bons à vos yeux? Et en même temps, vous allez peut-être en profiter pour répondre à ce qui vient d'être souligné. Au-delà, et avant de parler des outils, qui serait le point 2, alors je suis désolé à baisser le niveau de cette table ronde, mais je vais ni citer Régis Debray, ni citer un... Il y a eu Jean de La Fontaine, il y a eu Montesquieu... Moi, ça sera une image beaucoup plus triviale pour illustrer les deux axes de travail principaux des assureurs, c'est il faut arrêter de remplir une baignoire qui est fuie. Pourquoi ? Parce que depuis le début de cette table ronde et de cette matinée, on parle des mesures de prévention. Une mesure de prévention, c'est quoi ? C'est d'atténuer les conséquences des dommages de la survenance d'un aléa. Aléas, inondations, submersion marine, sécheresse. Mais l'origine de ces aléas, c'est bien le développement de l'émission des gaz à effet de serre. Et c'est là le premier axe de travail, c'est pour construire une société résiliente face aux aléas climatiques, il faut pousser à la transition vers une économie bas carbone. Et les assureurs, les réassureurs, l'ensemble de la communauté financière, qui sont les principaux investisseurs dans le monde privé, effectivement, depuis un certain nombre d'années, axent leur politique de développement vers des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et j'en citerai deux. Le premier, donc, c'est contribuer à ce financement d'une économie bas carbone. Aujourd'hui, chiffre fin 2020, les assureurs, les réassureurs gèrent plus de 113 milliards d'actifs en investissement vert. Progression de 30% en un an. Ce qui représente encore peut-être que 5% de la somme totale de leur investissement, mais c'est une démarche. Deuxième exemple, c'est l'arrêt d'investir dans le charbon thermique. Et là également, les chiffres sont parlants. 0,7% des actifs sont encore, à ce jour, parce qu'on ne peut pas non plus sortir du jour au lendemain de ce type d'investissement, sont encore investis dans ce type d'industrie charbon thermique. Donc ça, pour illustrer vraiment que les assureurs sont à la source du sujet, réduire l'aléa. C'est vraiment ça que l'on doit avoir comme objectif. Le deuxième objectif, bien évidemment, c'est aussi de travailler sur les mesures de prévention concrètes. Et on s'adosse sur une expérience de 40 ans, sur plus de 3 millions de sinistres gérés CatNat par les assureurs. Donc cette expertise nous permet, et je me permets de faire un peu de publicité,
Sur notre site, vous retrouverez sur le site de France Assureur cet excellent ouvrage qui est Réussir la transition écologique que l'on avait porté au débat de la présidentielle d'il y a un mois. Et on a développé donc 4 axes principaux de mesures de prévention. Et à la fin, je rebondirai sur les problèmes de responsabilité. Le premier, développer la culture du risque chez tous les acteurs économiques, particuliers, entreprises et collectivités territoriales. Et là, on rejoint vos propos, c'est chez ces acteurs-là qui ont les moyens financiers, c'est une augmentation de leur connaissance du risque. Le deuxième sujet, c'est également, bien évidemment, mieux connaître le risque. C'est le b.a.-ba. Je ne vais pas reprendre les propos de la table ronde de ce matin sur le RGA, et j'étais très intéressé par la thèse PIX, car il y a un sujet sur la cartographie des phénomènes de ruissellement, qui ne sont pas encore optimales sur le territoire français. Et on élargira, avec l'actualité récente, des couloirs de grêle qui sont très peu connus également en France. Le troisième point, c'est de s'adosser sur 3 outils de prévention. Pour les collectivités locales, vraiment, j'allais dire imposé, mais c'est déjà obligatoire pour celles qui ont des PPR, mais il n'y en a que 60% qui l'ont fait, les PCS ou les PICS. Pour les entreprises, les plans de continuité d'activité, sans oublier pour les familles, les plans familiales de mesures de sécurité. Et enfin, le troisième point qui me tient particulièrement à cœur, c'est de développer, alors non pas le Build Back Better dont on parle souvent, mais plutôt le B puissance 4, c'est le Build Before and Back Better. C'est-à-dire déjà ce qu'est évoqué l'architecte précédent, c'est de construire bien directement, et donc embarquer la filière construction dans des normes, dans des certifications de construction résiliente dès le départ, et bien évidemment, si malheureusement on doit reconstruire, eh bien reconstruire de manière résiliente. C'est les 4 points. Et enfin... Un dernier point peut-être sur la loi GEMAPI qui a pu changer un petit peu des petites choses. Et exactement, vous avez raison sur ce point-là, parce que dans la loi GEMAPI... Transfert de compétences. Voilà, le dernier point, c'est la prévention inondation. Et aujourd'hui, on a un problème très concret, nous assureurs, c'est qu'il y a eu ce transfert de compétences, mais on a certains acteurs, et on en parlait avec Jean-Claude avant cette table ronde, qui désormais ont notamment la compétence de la surveillance, du maintien, du contrôle des systèmes d'endiguement, des digues. Je ne sais pas si les ressources financières ont été transférées également de l'État vers ces collectivités pour réaliser ces travaux. Et nous, ça nous pose un double problème. Un problème de contrat de responsabilité civile de ces acteurs, car si elles n'ont pas ces fameuses certifications des systèmes d'endiguement, comme quoi ils répondent à effectivement des bonnes qualités de protection, eh bien nous, assureurs, c'est normal, si on ne les a pas, on va avoir du mal à les assurer. Et puis le deuxième problème qui se pose, c'est les habitations qui sont en aval. Si la digue ne tient pas, derrière, ça va être très compliqué de drames humains et bien évidemment les conséquences dommageables. Et ça, c'est un échange qu'on doit avoir à 3 avec les établissements de bassin, avec l'État, pour essayer de résoudre ce point qui est quand même maintenant central, puisque la prévention dans la loi GEMAPI, il y a les milieux aqueux, très bien, ils s'en sortent, et il y a la prévention inondation, et là, c'est un sujet un peu délicat. Alors, Nicolas Baudusseau, je vais vous passer la parole. Vous êtes le directeur du département Fonds publics et prévention CCR. La prévention, on en parle depuis ce matin, mais beaucoup cet après-midi. La prévention, c'est votre métier, c'est votre quotidien. On vient de l'entendre à travers les propos des uns et des autres. Il y a une vraie dynamique, on le sent, de prévention de la part des différents acteurs. Mais à vos yeux, est-ce qu'il manque encore des choses? Vous allez sans doute me répondre oui. Est-ce qu'on a aujourd'hui quand même des inquiétudes? Moi, je pense évidemment d'abord au budget, mais pas seulement sur les budgets. Oui, effectivement, il y a des inquiétudes, mais avant ça, je voudrais revenir sur le terme de dynamique. Je pense que la première chose que j'ai envie de dire, et on l'a vu au travers de l'intervention d'Éric Daniel Lacombe, mais aussi au travers des interventions précédentes, la prévention, sans vouloir relever le niveau de la table ronde, mais pour citer Bourdieu en le détournant un peu, la prévention, c'est un sport de combat. Ça, je crois que c'est apparu très clairement dans les différentes discussions. Et si on pouvait débattre de manière absolument libre, sans aucune langue de bois, on pourrait montrer que c'est extrêmement compliqué, effectivement, la prévention, et que ça mérite une très forte dynamique. Cette dynamique, elle existe. Je pense qu'il faut que chacun en ait bien conscience et il faut recadrer un peu ça avec des chiffres nationaux.
Vous avez la sphère publique, la sphère privée. La sphère publique, les pouvoirs publics, quand on regarde depuis une décennie, c'est en moyenne 375 millions d'euros d'engagement financier chaque année. Alors, ça peut paraître beaucoup, peu, c'est pas totalement négligeable. Principalement, à 75%, cet engagement se fait sur la prévention des inondations, pour l'essentiel, et pour le reste, c'est quasiment que du séisme et un peu de mouvement de terrain. Donc engagement très fort des pouvoirs publics, État, collectivités, engagement fort également des assureurs, parce que les assureurs dont vous êtes tous les représentants ici, il y a un engagement très fort des assureurs depuis quelques années sur la prévention, avec des assureurs qui s'organisent, forment leurs équipes, qui développent des systèmes d'alerte à leurs assurés, qui sensibilisent leurs assurés, qui vont faire des diagnostics chez eux, qui même commencent à les informer qu'il y a des dispositifs financiers qui peuvent leur permettre d'adapter leurs biens. Tout ça est en train de se faire et c'est très profitable. Et puis, il y a les opérateurs de réseau, on a vu RTE, mais on pourrait citer également la SNCF, on pourrait citer la RATP, on pourrait citer EDF, ça a été cité tout à l'heure, et donc beaucoup de choses se passent, les architectes, les urbanistes aussi, en pleine dynamique sur ces sujets-là. Donc on a une dynamique d'ensemble qui est importante, à laquelle la CCR est très attachée, et que d'ailleurs la CCR essaie de conforter. On appuie les services de l'État, on vient en appui des assureurs également, au travers d'un dispositif de commission fixe, et puis à nos heures perdues, on participe à des concours d'architectes et d'urbanisme. Mais après, on peut se dire, mais est-ce que ça suffit tout ça? Et est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose malgré cette dynamique? Est-ce qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas encore pris en compte, par exemple pour la sécheresse géotechnique? Je sais pas, on pense aux cyclones, on pense au ruissellement, par exemple. On en a beaucoup parlé effectivement ce matin. La sécheresse, très clairement, ça fait partie des aléas qu'on pourrait dire un peu orphelins de politique de prévention. Il y a une loi qui est arrivée tardivement, en 2018, la loi Elan, avec des décrets d'application qui datent de 2020, qui vont permettre d'éviter que de futures constructions peut-être ne subissent pas les effets de la sécheresse. Sur le stock, on n'a ni outils incitatifs, ni outils réglementaires. Donc on n'a pas de quoi aujourd'hui, et il y a besoin de progresser là-dessus. La question du ruissellement, tu en as parlé Christophe, tout à fait vrai, on n'a pas de cartographie nationale, donc on continue à construire dans des zones sans aucune adaptation, sans même savoir que ce sont des zones inondables. Donc là, on a beaucoup de progrès à faire. On pourrait citer la question des cyclones, sur lequel il n'y a pas de réglementation obligatoire de la construction. Même sur le neuf, on n'a pas de réglementation, même si ça fait partie des discussions. Vous parliez du budget également. Le budget, c'est aussi, ça va être essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui permet, c'est 375 millions d'euros. En gros, vous avez 1 euro de l'État qui vient du fonds Barnier pour 1 euro qui vient des collectivités. Est-ce que cette enveloppe va perdurer dans le temps? Est-ce qu'elle va pouvoir être ajustée au regard des besoins que ne vont pas manquer de provoquer le changement climatique? Donc, ces certitudes, on ne les a pas aujourd'hui. Et il faut, on le sait, quand on discute avec les collectivités, il faut avoir du temps devant soi. Quand on fait des ouvrages qu'on les conforte, qui font plusieurs centaines de kilomètres de long, ça ne se fait pas en un an. Il faut avoir une vision du budget sur plusieurs années. Donc il y a ces dimensions-là qui sont très importantes. Et la dernière chose qui nous manque, on voit toutes les parties prenantes qui agissent, les assureurs, l'État, les collectivités, les opérateurs, les entreprises, et le citoyen, l'assuré. C'est lui qui nous manque aujourd'hui. Et c'est ce qu'on disait finalement. C'est lui qui nous manque le plus. Il y a des très belles études d'assurance prévention qui montrent que la sensibilité des populations, elle est quand même, elle n'est pas extrême. Il y a la moitié des gens, en gros, qui se sentent ni préparés, ni ne savent ce qu'il faut faire, alors qu'on n'a jamais eu, aujourd'hui, de financement aussi important pour faire évoluer les biens. Dans certains endroits, Nîmes, par exemple, vous avez 100% de financement pour acheter des bâtards équiper votre maison, faire en sorte que vous n'ayez pas de conséquences sur vos biens. Donc aujourd'hui, l'assuré, c'est une cible qui est absolument déterminante. Alors, côté assurance. Oui, qu'on partage complètement. Et merci Nicolas d'avoir évoqué l'étude d'assurance prévention qui mentionne qu'il y a 83% des Français qui ont conscience de l'accroissement du dérèglement climatique, mais il n'y en a qu'un sur deux qui a connaissance des mesures à prendre. Et notamment, nous, on souhaiterait pousser un certain nombre d'actions très concrètes sur le sujet. La première, mais qui est déjà dans la loi, dans le projet de loi, puisqu'il n'est pas encore voté, l'OPMI, qui est vraiment de mobiliser le maximum d'acteurs par des actions précises dans le cadre de la journée du 13 octobre de résilience. Le deuxième,
également, on s'en est rendu compte malheureusement lors des événements importants, c'est que la problématique de la mobilisation du fonds Barnier, c'est très compliqué, c'est complexe, c'est vraiment, même pour les sachants, décrypter, c'est vraiment compliqué. Donc là, tout simplement, une mesure concrète, c'est qu'adossé à Géorisque, il y ait un système expert, n'importe quel citoyen pourrait aller, pour identifier les ressources, les aides auxquelles il a le droit. Voilà, et ça pourrait être fait. Pousser Géorisque également, qui est un très bel outil, qui devrait être plus connu par l'ensemble des populations. Donc c'est vraiment des choses très concrètes. Et le dernier, et je rebondis quand je disais qu'il faut embarquer également la profession de la construction, les bâtards d'eau. Les bâtards d'eau, aujourd'hui, il n'existe aucune norme sur les bâtards d'eau. Adosser un mur béton, un mur pierre, la pression qui pourrait s'actionner, rien. Et là, on a lancé un groupe de travail sur le sujet pour justement arriver à cette certification qui permettrait éventuellement d'avoir pour les assurés une communication derrière, d'être rassurés pour la mise en place de mesures de prévention simples, concrètes et peu chères. Bruno Sinotti, je voudrais vous faire intervenir à ce point du débat. Vous vouliez, je dirais, avoir un commentaire supplémentaire, complémentaire ? Ce que je vous propose, c'est de constater qu'il y a quand même beaucoup d'idées, beaucoup de volonté de faire. Qui vont toutes dans le même sens, hein, vous êtes tous d'accord. Nous avons tous collectivement intérêt à ce que les risques, que la prévention des risques se développe pour faire face au dérèglement climatique qui a déjà bien commencé, que nous subissons aujourd'hui, parce que des canicules comme ça deviennent de plus en plus fréquentes, là encore. Je voudrais peut-être mettre le doigt sur deux choses. D'abord, les moyens. On pourrait disserter longuement de la question de GEMAPI. Il y a un rapport qu'ont fait certains de mes collègues du CGDD là-dessus et ils ont dit l'essentiel, sauf une chose. J'ai un petit côté historien et j'aime bien les vieilleries. Une belle loi de 1807 avec un titre parfaitement politiquement incorrect, loi sur le dessèchement des marais, a été pour l'essentiel abrogée, mais il reste, et je vous invite à aller le lire, l'article 33 de cette loi de septembre 1807. Lorsqu'il s'agira de construire une digue à la mer ou au fleuve, la dépense en sera supportée par les propriétaires des propriétés protégées à due concurrence de la valeur de leur propriété. À force de toujours vouloir enrichir des particuliers, personnes physiques ou morales, et de faire payer la facture par la collectivité, on finit par casser tous les mécanismes de solidarité, surtout quand, comme je le disais tout à l'heure, cette solidarité en plus est réclamée comme inconditionnelle. Et ça me paraît essentiel. Certes, GEMAPI, qui n'était pas une compétence de l'État, parce que c'était une compétence des propriétaires riverains, a été transférée aux collectivités. Donc, comme ce n'était pas une compétence État, ça a été transféré sans les ressources correspondantes. Mais il y a aussi une façon de ne pas renvoyer les responsabilités financières aux gens qui devraient payer. Un propriétaire n'a pas le droit d'être protégé, il a la possibilité de se protéger et il a le droit de participer aux dépenses collectives pour assurer sa protection. Le deuxième point, si vous le permettez, c'est qu'en matière de connaissances, on peut encore faire des efforts. CCR fait un très gros travail avec des cartes de sinistralité qui petit à petit sont utilisées par les services de l'État grâce à une convention récente. C'est vrai que croiser la connaissance qui est la base des plans de prévention des risques et les cartes de sinistralité, si un jour on peut rendre ça public, ça participera grandement de l'information des acquéreurs et locataires et ça compensera le fait que, par exemple, les repères de crues qui sont une obligation légale sont très rarement posés et parfois déposés par les propriétaires des maisons sur lesquelles ils ont été posés. Très clair. Jean-Claude Eudes, comment vous réagissez Monsieur Sinotti dit les choses, hein, mais vous le vivez comment sur le terrain? Quand on parle des propriétaires, bon, ça ne vous choque pas? À peu près de la même manière. À peu près. Oui, parce qu'il se trouve qu'en plus, les digues, reste la propriété de l'État aujourd'hui. Oui. Donc, il y a un transfert de gestion. Donc, chez nous, si c'est l'État qui paye la remise à niveau des digues, il n'y a vraiment pas de problème. Et même, on est presque très, très volontariste, puisque aujourd'hui, ce qui se dessine un petit peu dans la médiation entre les élus et les autres interactifs qui ont été cités par les uns et par les autres, c'est que prendre quelque chose qui est en bon état, s'il n'y a que son coût de gestion, c'est quelque chose qui peut être relativement bien assumé en mettant clairement chacun face à l'intérêt qu'il a à y contribuer.
Par contre, ce qui pose question, c'est quand sur des systèmes et qui dépassent en quelque sorte les périmètres administratifs classiques, doit être remis à niveau dans son ensemble. Autrement dit, là, quand on parle de 900 km de digues à l'échelle d'un système, c'est pas un EPCI plus un EPCI, c'est bien un système en tant que tel. Le coût que représente la remise à niveau fait qu'on en appelle en général à la solidarité nationale, voire européenne. Pourquoi ? Parce qu'en plus, l'enjeu qu'il y a derrière et les risques qu'il y a derrière sont à cette échelle-là. Mais ce qui veut dire en contrepartie que la gestion et les coûts liés à la gestion normale, habituelle du bien, une fois remis dans l'état où, entre guillemets, il est considéré comme rendant les services pour lesquels il est prévu, ce sont ceux qui en bénéficient qui doivent l'assurer. Aujourd'hui, c'est vraiment sur la question, en gros, si tu me donnes quelque chose et qu'il est en bon état, après tout, je vais essayer de voir comment je m'en dépatouille. Par contre, s'il devait s'avérer que ce que tu me transfères n'est pas en bon état, et en plus tu en gardes la propriété et tu veux me le faire payer, là c'est vrai que les élus, surtout dans les périodes électorales, sont un petit peu, comment dire, attentifs à pas céder trop facilement, quoi. Par contre, l'autre unité qu'il faut évoquer, moi j'ai honte de dire ça parce que devant les assureurs, on sait que vous comptez des masses financières qui sont colossales. Nous, sur le bassin de la Loire, 1/5 de la France, protection d'enjeux à cette échelle-là, des villes comme Nantes, Angers, Tours, Orléans, enfin tout ce truc-là. Hein, pour remettre à niveau le bidule, grosso modo, je vais être grossier, ce n'est que 350 millions d'euros. Pour reprendre ce qu'avait indiqué un orateur avant, ça fait 7 Canadair, quoi. Donc, mais lui, il dit, mes Canadair, un Canadair, j'en ai besoin. 50 millions. Hein. Voilà, moi, mes Canadair, j'en ai besoin. Nous, on dit, pour, entre guillemets, éviter des problèmes à cette échelle d'1/5 du territoire, 350 millions d'euros, ce sont des cacahuètes, quoi. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas avancé d'un pouce parce qu'on ne peut pas les trouver. Alors, on est bien conscient qu'il y a des mécanismes publics qui existent. Nous, on est bien conscient aussi qu'il y a des capacités de faire derrière. Il ne s'agit pas de dire tu me donnes l'argent, il faut être encore capable de faire. Donc, des temporalités qui permettent de dire il y a une garantie à faire à hauteur de, sur moi, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourquoi pas. Mais ce qu'indiquait Nicolas Bolusseau, c'est pour ne pas être le dindon de la farce, il faut que chacun soit conscient qu'on va au bout. Parce que si c'est le premier qui arrive, qui prend ce qu'il y a sur la table, et ensuite les autres se retrouvent sans rien, ça ne peut pas être constitutif de confiance et de solidarité, et c'est ce dont nous avons besoin. Nicolas Bolusseau, il est déjà 17h30. Je vous propose probablement de conclure cette table ronde. Bon, on voit bien qu'il y a consensus, évidemment chacun restant à la fois dans son métier, dans ses responsabilités et à la place qu'il occupe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là, compte tenu de tout ce qui a été dit dans cette table ronde déjà ? On a pris un peu de retard, je ne suis même pas sûr qu'on puisse prendre quelques questions, mais je vous laisse la parole. Je dirais que la chose n'est pas simple. On voit bien, il y a beaucoup de discussions. Sans doute certaines ont dû échapper à nos interlocuteurs d'ailleurs. Des discussions compliquées. Et néanmoins, il faut rappeler qu'on est tous dans le même bateau. Je crois que c'est ça qui est important de retenir de tout cela. Et il n'y a pas si longtemps, l'État, et je crois que c'était bien rappelé encore par Éric Daniel Lacombe, l'État et les collectivités se battaient de manière absolument démente sur des sujets d'aménagement du territoire. C'est moins le cas aujourd'hui. Il y a encore évidemment des questionnements compliqués. Mais en tout cas, ça se rapproche. Les assureurs, il y a 15 ans, ne faisaient pas grand-chose en matière de prévention. Je pense que personne ne pourrait me dire que c'était très développé. Et aujourd'hui, on y est. Et la CCR faisait là aussi un certain nombre de choses, mais en fait de plus en plus en matière de prévention. Je crois que c'est ça l'enjeu qu'on a devant nous, c'est qu'on est tous dans le même bateau et finalement on est tous liés, puisque la soutenabilité du régime CatNat, pour partie, elle sera liée à ce qu'on est capable de faire en matière de prévention. Sans doute pas en totalité, mais en partie, ça sera lié. Et donc on a besoin de travailler ensemble, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin d'unir nos forces, j'allais dire, et c'est de plus en plus nécessaire aujourd'hui avec ce qui nous attend, avec tout ce qu'on nous a décrit. Et je pense que c'est aussi le sens de cette journée, d'essayer de réunir, et le sens de cette table ronde, de réunir tous ces acteurs qui finalement, malgré les atermoiements et les discussions parfois difficiles, on avance tous vers le même objectif.
Merci beaucoup, Nicolas Baudusseau. Il est 17h30. Alors, petit souci d'oreillette, petit souci de tablette en même temps, c'est pas grave. Je n'ai pas tellement d'instructions sur l'horaire. Moi, il n'y a pas de souci, mais je regarde en même temps Bertrand Labillois. Est-ce qu'on a le temps de prendre peut-être une ou deux questions qui devraient peut-être s'afficher pour terminer, en tout cas, cette journée, cette table ronde? Non, plutôt non. Bon, je pense que ça a été très, très complet. Alors, en régie, ils me font signe, merci, heureusement que vous êtes là, qu'effectivement, cette journée est terminée. Merci en tout cas, merci à tous, c'est la fin de cette journée. Merci